même si Christophe Glaise, que j'espère qu'il sera libéré, mais même s'il est libéré, ça ne va pas pour autant régler de manière instantanée, et j'allais presque dire de manière magique, les relations franco-algériennes. Ça va débloquer un certain nombre de choses quand même. Ça va débloquer sur le plan sécuritaire, mais attention, je pense qu'on ne reviendra pas à l'avant-été 2024. Ah bon ? C'est-à-dire avant la reconnaissance du Sahara, de la marocanité du Sahara occidental. Je ne le pense pas, parce que vous savez, le président Emmanuel Macron s'était engagé très loin sur la question mémorielle. Avec lui, nous avons accompli un certain nombre de choses. Il a reconnu l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumendjel, d'Arbi Ben Midi, l'ouverture des archives le 17 octobre 61. Donc la désillusion algérienne n'en est que plus grande. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement chez eux, disons, cette sensation d'un désir d'avancer réellement sur cette question qui, pour les Algériens, est une question importante. La question mémorielle, c'est une question importante. C'est pas simplement une question d'instrumentalisation par le pouvoir. C'est pas vrai. C'est constitutif de l'identité algérienne. C'est très important. 132 ans de colonisation. C'est pas juste une crispation au sommet de l'État. Non, c'est très important. 132 ans de colonisation française fabriquent, qu'on le veuille ou non, disons, une identité à la fois culturelle, politique, qui est réelle. Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un dossier qui ne quitte jamais vraiment l'actualité. Les relations entre Paris et Alger. Et la question qui ressort de toutes les analyses qu'on a pu lire est simple, et même un peu brutale. Est-ce qu'on est face à une crise diplomatique de plus ? Une de ces tempêtes dont on a l'habitude, ou alors est-ce qu'on assiste à une véritable rupture stratégique, un divorce quoi? C'est exactement la bonne question. Et pour y répondre, il faut tout de suite, je pense, sortir de la lecture classique. Ce que des gens comme Benjamin Stora confirment avec des mots très très forts, c'est qu'on a changé de dimension. On n'est plus dans le conjoncturel, dans la gestion de petits désaccords politiques, on est entré dans ce qu'il nomme une collision géopolitique. Une collision? Oui, le mot est choisi, il est violent. Il suggère que les deux trajectoires ne pouvaient plus faire autrement que de se heurter. Et dans ce contexte, les dossiers habituels, l'économie, la sécurité, tout ça ne sont plus des leviers, ce sont des fusibles qui ont déjà sauté. La confiance est rompue. C'est vrai que l'image est parlante. Ça suggère que les deux pays vont droit dans le mur. Mais sur quelle route exactement ? Quels sont les points de friction qui sont devenus si incontournables qu'ils provoquent ce choc ? Alors, il y a deux axes, deux lignes rouges qu'Alger a, sanctuarisées, et que Paris a, semble-t-il, sous-estimées. D'un côté, le dossier mémoriel. Ce n'est plus une question pour historiens, c'est un pilier de la souveraineté algérienne, non négociable pour eux. Et de l'autre, et c'est peut-être le plus important aujourd'hui, le Sahara occidental. C'est la clé de voûte de toute leur doctrine géopolitique. Ces deux dossiers sont les réacteurs de la crise. Et ils sont totalement imbriqués maintenant. D'accord, restons sur le présent si vous voulez bien. On entend quand même des bruits de couloir sur une possible libération de Christophe Glaise. Un geste comme ça ressemble à une main tendue, non ? On rouvre un canal, on apaise un peu les choses. C'est un début de dégel. C'est là qu'il faut être très prudent. Et c'est là qu'intervient un concept clé, l'infratechnique. L'infratechnique. Oui, en gros, c'est l'idée qu'on peut réparer la plomberie pendant que la maison brûle. Mais ça ne sauve pas la maison. Bien sûr, sur le plan humain, c'est une excellente nouvelle. Ça peut rétablir un canal de communication sécuritaire, un dialogue minimal. Mais d'un point de vue stratégique, l'effet est proche de zéro. Pourquoi ? Je joue un peu l'avocat du diable, mais la coopération sécuritaire, avec le chaos au Sahel, c'est dans l'intérêt vital des deux pays. La logique voudrait qu'on mette ce domaine à l'abri des humeurs politiques. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Parce que cette vision, cette compartimentation des dossiers est une vision très française, très occidentale. Pour Alger, la sécurité n'est absolument pas un domaine neutre ou technique. C'est le prolongement direct de la confiance politique. Ah, d'accord. Dans leur logiciel, on ne peut pas être un partenaire fiable contre le terrorisme le lundi et un adversaire sur une question existentielle le mardi. C'est un peu comme si un ami vous aidait à déménager et que le lendemain, il signait un contrat d'exclusivité avec votre pire concurrent. Difficile de lui confier à nouveau les clés de l'appartement après ça, vous voyez ? L'image est claire. La confiance technique ne peut pas exister sans la confiance stratégique. Exactement. Tant que les deux grands dossiers de souveraineté, la mémoire et le Sahara, ne sont pas réglés, toute coopération, même sécuritaire, est perçue comme précaire, réversible. C'est un pansement sur une fracture ouverte. La structure même de la relation est touchée. D'accord. Donc, même la coopération sécuritaire est otage de cette confiance pulvérisée. Mais
Cette relation a toujours été volcanique. Qu'est-ce qui a si fondamentalement changé pour qu'on parle aujourd'hui d'un point de non-retour? Toutes les analyses convergent vers un moment précis. Toutes. Elles convergent vers l'été 2024. Et plus précisément, vers la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Ça, ce n'est pas un détail, c'est le Big Bang de la crise actuelle. Du point de vue d'Alger, ce n'est pas une simple prise de position diplomatique. C'est un alignement stratégique, un basculement. C'est la fin de la doctrine d'équilibre que Paris a maintenue, parfois péniblement, pendant décennies. C'est fou quand on y pense. Des décennies de diplomatie d'équilibriste, où la France se voulait l'interlocuteur des deux, anéantie par une seule décision. C'est encore plus profond que ça. Du point de vue algérien, ce n'est pas que Paris a choisi le Maroc. C'est que Paris a cessé d'être un partenaire équilibré pour devenir une partie prenante du conflit. C'est une mutation de statut. La France n'est plus perçue comme un médiateur, mais comme un allié du Maroc sur ce que l'Algérie considère comme sa menace principale. Et il faut rappeler pourquoi c'est si vital pour eux. Absolument. Pour Alger, le Sahara occidental, ce n'est pas juste une question de solidarité avec le peuple sahraoui. C'est une vision très réductrice. C'est avant tout une question d'équilibre régional et de sécurité à ses frontières. Empêcher l'émergence d'un Maroc trop puissant est un dogme stratégique. Donc ce revirement français a, de fait, redéfini les alliances dans toute la région. Il a fait voler en éclats des décennies de construction diplomatique. Et il a validé, aux yeux d'Alger, l'idée que la France avait définitivement choisi son camp. Et ce choix, il a un coût. La relation avec l'Algérie. Venons-en à l'autre pilier, le fameux dossier mémoriel. Une vision assez répandue à Paris, et assez cynique, suggère que la mémoire est surtout un outil, une rente instrumentalisée par le système algérien. Y a-t-il une part de vérité là-dedans ? C'est une lecture que des gens comme Stora qualifient de dangereuse, et surtout de profondément réductrice. Alors, est-ce qu'il y a eu des instrumentalisations politiques de la mémoire par le pouvoir algérien ? Bien sûr, à certains moments. Mais réduire la question à ça, c'est commettre une erreur d'analyse stratégique colossale. C'est ignorer que 132 ans de colonisation ont forgé la matrice même de l'État algérien moderne. C'est donc plus profond qu'un simple levier politique. C'est existentiel. La mémoire pour l'Algérie, ce n'est pas un dossier technique qu'on peut échanger contre des contrats ou des visas. C'est le substrat sur lequel la nation s'est construite après 1962. C'est le ciment idéologique qui transcende les clans, les présidents, les générations. Et c'est pour ça qu'elle est qualifiée de non négociable. Donc, si je résume, si Paris traite la mémoire comme un simple point de négo, c'est qu'ils ne comprennent pas la grammaire de base de la politique algérienne. Le dialogue de sourds est programmé. C'est exactement ça. C'est comme si on demandait à la France de négocier la portée de la Déclaration des droits de l'homme. C'est impensé. Vouloir traiter la mémoire comme un différent classique, pour Alger, c'est une forme de néocolonialisme intellectuel. C'est une faute stratégique majeure. Mais alors, et c'est là que ça devient paradoxal, Emmanuel Macron est sans doute le président français qui est allé le plus loin sur ce terrain. La reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, l'ouverture des archives, le discours sur le 17 octobre 1961, il a brisé des tabous, il faut le reconnaître. Comment on en arrive là aujourd'hui ? C'est tout le paradoxe. Et c'est ce qui rend la rupture si profonde, si amère. Justement parce que ces gestes étaient sans précédent, ils ont créé un horizon d'attente, immense en Algérie. Et pas seulement au sein du pouvoir, dans toute la société. Les intellectuels, la jeunesse. Pour la première fois, beaucoup se sont dit qu'une réconciliation sincère était possible. On a vraiment cru à un tournant historique. Donc, plus les attentes étaient élevées, plus la chute a été brutale. C'est comme construire un capital confiance énorme pendant des années et y mettre le feu avec une seule allumette. Précisément, le tournant sur le Sahara a agi comme un détonateur. Et il a fait exploser tout ce capital symbolique. Avec le recul, du point de vue d'Alger, tous les gestes mémoriels de Macron apparaissent sous un nouveau jour. Ils ne sont plus vus comme les prémices d'une nouvelle ère, mais comme des actions tactiques, sans lendemain stratégique. Pour les plus cyniques à Alger, c'est même perçu comme une manœuvre étonnante. Calmer le front mémoriel pour mieux avancer masqué sur le front géopolitique au profit du Maroc. La perception, c'est que la France a donné d'une main sur la mémoire pour poignarder l'Algérie dans le dos sur le Sahara. C'est l'interprétation qui domine totalement à Alger aujourd'hui. La cohérence de la démarche française a été brisée. La confiance, une fois perdue à ce niveau, c'est extraordinairement difficile, voire impossible à reconstruire.
Alors, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on comprend bien que ce n'est pas une simple brouille entre présidents ou une histoire de visite annulée. Non, absolument pas. L'analyse finale est sans appel. Ce n'est pas une crise d'humeur, c'est une crise de vision. Une crise de la vision stratégique française pour le Maghreb. Pendant des décennies, Paris a voulu le beurre et l'argent du beurre, garder ses liens avec le Maroc sans payer le prix d'une rupture avec l'Algérie. Cet équilibrisme, cette politique du « en même temps », ce n'est tout simplement plus possible. La nouvelle réalité géopolitique exige des choix clairs. La France a fait un choix. On est donc bien entré dans une ère de froid stratégique de longue durée. Ce n'est pas une visite ministérielle qui va réchauffer ça. Non. Un retour à la normale, si ce mot a un sens, nécessiterait bien plus que des gestes. Il faudrait, et c'est la conclusion de plusieurs analystes, un changement profond de la doctrine diplomatique française elle-même. Rien de moins. Cela impliquerait de redéfinir son rôle au Maghreb, de réévaluer ses alliances. Le jeu à trois n'est plus possible. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale et assez inquiétante. Si ce changement de doctrine n'a pas lieu, si chacun campe sur ses positions, à quoi ressemblera le Maghreb de demain, fracturé par cette nouvelle ligne de faille entre Paris, Alger et Rabat? Ah oui, Alger s'apprête à voter une loi pour criminaliser la colonisation française. Bon, quand on entend ça, la première réaction, c'est un peu un haussement d'épaule, non? Encore un coup de menton, une nouvelle crise dans ce feuilleton sans fin des relations franco-algériennes. Mais si on regarde de plus près, la question est plus dérangeante. Est-ce qu'on est face à un simple geste politique ou à la naissance d'une arme géopolitique d'un tout nouveau genre? C'est précisément là que l'analyse habituelle s'arrête et que la véritable histoire commence. Il faut oublier l'idée de crise mémorielle. Ce projet de loi, ce n'est pas un regard dans le rétroviseur, c'est une manœuvre stratégique entièrement tournée vers l'avenir. Il faut le voir pour ce que c'est. Une tentative de créer ce qu'on pourrait appeler un soft power juridique. Ah oui. L'Algérie ne cherche pas à juger le passé. Elle cherche à utiliser le droit pour imposer son récit, pour redéfinir les rapports de force aujourd'hui. La cible finale, ce n'est pas un vieux général français. C'est le narratif officiel de l'État français, lui-même. Soft power juridique. J'aime bien la formule, elle est très élégante. Mais concrètement, est-ce que ce n'est pas juste un mot un peu savant pour dire qu'Alger a décidé de jouer la carte de la provocation, fini filet? Jusqu'à maintenant, la mémoire, c'était un sujet de discussion, un dossier de négociation. Oui. Certes, une discussion houleuse, tendue, mais une discussion quand même. On envoyait des historiens, on faisait des rapports. Là, on a le sentiment qu'ils jettent une bombe sur la table et attendent de voir ce qui se passe. C'est la fin du dialogue, non? C'est plus radical que ça. Ce n'est pas la fin du dialogue, c'est la déclaration que le dialogue tel qu'il existait est terminé. On assiste à un basculement qui est fondamental. La mémoire, elle cesse d'être ce dossier de négociation malléable qui dépend des alternances politiques à Paris ou à Alger. Elle devient une référence souveraine, figée, encadrée par la loi. C'est un changement de statut en fait. Et qu'est-ce que ça change géopolitiquement parlant? Tout. Premièrement, c'est une fin de non-recevoir, définitive, à l'idée française d'une mémoire partagée ou d'une lecture commune de l'histoire. Cette idée qu'on entend souvent à Paris. Exactement. À Alger, cette proposition a toujours été vue comme une ruse sémantique, une façon de noyer les crimes coloniaux dans un grand récit de civilisation avec ses ombres et ses lumières, comme on aime bien le dire. Cette loi, elle dit « il n'y a pas d'ombre et de lumière, il n'y a qu'un crime, point ». Donc on sort complètement de l'interprétation historique pour entrer dans la qualification pénale. C'est ça, exactement. La loi, elle vise à graver dans le marbre la qualification de crime d'État. Ce n'est plus une opinion, un point de vue d'historien, c'est un fait juridique. Établi par la loi algérienne. C'est un acte de souveraineté narrative. Et en sortant ce sujet du champ politique pour l'ancrer dans le droit, l'Algérie le rend permanent, non négociable. Le message sous-jacent est très clair. Notre histoire n'est plus un sujet de débat diplomatique, c'est une vérité nationale et vous devrez désormais composer avec. D'accord, l'intention est limpide. Mais le calendrier, lui, il est tout sauf innocent. Cette loi, elle arrive au moment où les relations sont au plus bas. Il y a eu la brouille sur le Sahara occidental où la position française a rendu Alger furieux. Et surtout, c'est l'épilogue d'un quinquennat Macron qui avait tout misé sur une réconciliation des mémoires et qui se solde par un échec cuisant. Comment ne pas y voir une simple riposte, une réponse du berger à la bergère presque, un geste de dépit? Vous avez raison,
le timing est absolument central. Mais le lire comme une simple réaction, ce serait tomber dans le piège de la lecture à court terme. C'est un acte stratégique qui tire les leçons de cet échec, justement. Le message envoyé à Paris est d'une clarté brutale. Nous ne croyons plus à votre bonne volonté. Nous avons attendu un geste fort, une excuse, une repentance. Elle n'est pas venue. Le temps de l'attente est révolu. On passe de l'espoir à l'action unilatérale en somme. C'est ça. On passe d'une posture passive, d'attente, à une posture active d'imposition. L'Algérie ne demande plus, elle décrète. Et c'est aussi une réponse très construite au discours français qui, depuis des années, se résuma à 3 points. Pas d'excuses, seulement des reconnaissances de crimes spécifiques au cas par cas. Et l'accusation systématique contre le pouvoir algérien d'instrumentaliser la mémoire. Ah oui, l'argument de la rente mémorielle, utilisé pour détourner l'attention des problèmes internes. Précisément. Et cette loi, elle est conçue pour pulvériser cet argument. En institutionnalisant la qualification de crime, le pouvoir algérien peut dire « ce n'est plus nous, le régime, qui le disons, c'est désormais la loi de la République ». Notre position n'est pas une posture politique, c'est un invariant national qui transcende les gouvernements. C'est une manière de sanctuariser le récit, de le rendre inattaquable. Souhaite, mais jouons l'avocat du diable jusqu'au bout. Une loi nationale, aussi forte soit-elle symboliquement, quelle est sa portée réelle hors de ses frontières? J'imagine très bien la réaction à Paris. Un communiqué glacial, on hausse les épaules, on classe ça comme une affaire intérieure algérienne, et on passe à autre chose. La force contraignante de ce texte à l'international, elle est de zéro, non? Si on reste dans une vision classique du droit international, oui, sa force contraignante directe est quasi nulle. Une loi algérienne n'oblige pas l'État français. Mais ce serait une énorme erreur de s'arrêter là. L'objectif de cette loi, ce n'est pas de contraindre, c'est d'habiliter. Son impact est, lui, intrinsèquement international. Habilité à quoi? Premièrement, à fournir une base légale formelle, un document officiel, pour toutes les futures demandes algériennes. Ce ne sera plus une revendication politique, ce sera une exigence fondée sur son propre ordre juridique. Demain, dans une négociation, l'ambassadeur algérien ne dira plus « nous estimons que », il dira « conformément à notre loi, nous exigeons ». Ça change complètement la nature de la conversation. Attendez, ça veut dire que demain, un avocat qui représente l'Algérie pourrait se présenter devant une cour internationale avec cette loi à la main et dire « la France nous doit de l'argent ». Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Juridiquement, sur des réparations financières, c'est très peu probable que ça aboutisse directement. Mais là n'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir la porte à une multitude d'actions symboliques, mais très efficaces. Des plaintes, pour l'exemple, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des résolutions dans des forums africains. Le but, c'est de créer un bruit de fond juridique permanent, de maintenir une pression constante. Le terrain de jeu change. Et les interlocuteurs aussi, j'imagine. C'est le point crucial. Avec cette loi, Alger ne parle plus seulement à Paris. Le message est envoyé à l'opinion publique internationale et surtout à ce qu'on appelle le Sud global. L'Algérie se positionne en leader du combat postcolonial. Elle dit au Brésil, à l'Afrique du Sud, à l'Inde, voilà comment un État anciennement colonisé peut reprendre en main son récit et utiliser le droit comme une arme. Elle crée un précédent qui pourrait inspirer d'autres pays. D'accord. Vu de Paris, la lecture sera beaucoup moins stratégique. On peut déjà écrire le titre du Monde, escalade d'Alger, provocation, la fin de la réconciliation. Ce sera vu comme une déclaration de guerre mémorielle, un geste qui bloque tout pour des décennies. N'est-ce pas un calcul incroyablement risqué d'isoler encore plus le pays vis-à-vis de l'Europe? C'est exactement là que les deux visions du monde s'affrontent. La lecture française, telle que vous la décrivez, sera celle de l'escalade, du blocage, de l'irrationalité peut-être. Mais la lecture géopolitique algérienne, elle, est à l'opposé. Il ne s'agit pas d'une escalade, mais d'une sanctuarisation stratégique. C'est une démarche qui est vue comme défensive, qui vise à protéger le socle de l'identité nationale postcoloniale. L'objectif, c'est de ne plus être en réaction permanente aux déclarations d'un président français, aux polémiques d'un polémiste à Paris. Il s'agit de passer à une logique d'action. Institutionnelle. Sur le long terme. En somme, c'est une façon de dire « le débat est clos chez nous. Voici notre position gravée dans la loi, le reste ne nous intéresse plus. » Voilà. Adaptez-vous ou partez. C'est une clarification, certes brutale, mais c'est une clarification.
Et les conséquences concrètes alors? On va vers un gel total des relations, une rupture des ponts. Qu'est-ce que ça signifie pour la coopération économique, la sécurité au Sahel? Alors, il faut raisonner sur 3 niveaux. À court terme, oui, c'est inévitable. Tension diplomatique maximale, déclaration incendiaire, peut-être un rappel d'ambassadeur. Un durcissement des 2 côtés. À moyen terme, cette loi a pour but d'imposer une nouvelle équation. Un nouveau deal, si vous voulez. Vous voulez notre gaz, notre coopération sécuritaire, l'accès à notre marché. Le prix à payer est désormais la reconnaissance pleine et entière de notre histoire, telle que notre loi l'a définie. C'est un levier. Et le but final, à long terme? Une refondation. La tentative, oui. C'est une tentative sans doute radicale de refonder la relation. L'idée, c'est qu'on ne peut rien construire de sain sur un non-dit qui empoisonne tout depuis 1962. Pour Alger, il faut solder ce passif, selon ses propres termes, pour pouvoir, peut-être un jour, bâtir une relation d'égal à égal. C'est une purge diplomatique, violente, mais qu'Alger semble considérer comme un préalable indispensable. C'est quand même fou. Si je vous suis bien, on a une loi qui, en apparence, ne parle que du passé, de la colonisation, d'événements vieux de plus de 60 ans, mais en réalité, son véritable objectif, c'est de façonner le futur, de dicter les termes des relations pour les 50 prochaines années. C'est presque contre-intuitif. L'histoire n'est pas du tout terminée, en fait. Elle est en train de devenir l'arme principale du présent. Absolument. Et c'est la conclusion géopolitique qui s'impose. Ce n'est ni de la vengeance, ni du populisme pour la consommation intérieure. C'est une déclaration de souveraineté qui affirme que le récit national est une composante de la sécurité nationale. Il y a une phrase qui résume tout. Dans un monde où les conflits se gagnent autant avec des narratifs qu'avec des armées, l'Algérie a décidé de transformer son histoire en un instrument de puissance juridique. Une clarification brutale, comme vous disiez. Mais une clarification quand même. En effet. Et cela nous amène à une question beaucoup plus vaste, qui dépasse le seul cas franco-algérien. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la naissance d'une nouvelle doctrine dans les relations internationales? Une ère où des États du Sud, pour s'affirmer face aux anciennes puissances, ne se contentent plus de discours politiques, mais commencent à forger leur histoire, en une arme légale. Et si le droit, finalement, était en train de devenir le nouveau champ de bataille, le dernier front de la décolonisation?